Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence internationale de l'énergie, toujours dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités sur les statistiques et la modélisation énergétique. Alors aujourd'hui, ça va être la dernière séance de ce cycle de cours en ligne, ce qui veut dire qu'on a encore 3 heures avec nos partenaires Eddy et Gondia pour travailler sur différentes questions de modélisation. Ça veut également dire que la prochaine fois qu'on travaillera sur ces questions de modélisation de statistiques et la suite des formations, c'est, on l'espère, en présentiel à Dakar avec vous, voilà, dès qu'il sera possible de voyager et d'organiser cela. Donc voilà, c'est la fin de ce premier cycle en ligne, mais donc le début de la nouvelle phase où on espère on pourra tous se rencontrer. Par ailleurs, une information importante, en parallèle de ces formations techniques sur les statistiques, sur la modélisation, on vous propose un certain nombre de webinaires, d'activités, d'informations. Et donc, je vais vous envoyer là très rapidement une invitation pour début janvier pour une session d'1 heure où l'AIE pourra vous présenter le dernier rapport World Energy Outlook. C'est vraiment notre publication phare. Et donc, ce sera un petit peu dans la continuité des formations techniques sur la modélisation qu'on vous a montré. Mais là, l'idée sera plutôt de vous présenter les conclusions. Et de même, à fréquence de 1 fois par mois, on vous proposera des webinaires où des gens de l'AIE pourront présenter leurs travaux, leurs analyses et les dernières publications, mais on fera également intervenir d'autres acteurs, par exemple la FAO, comme on avait pu le faire dans un webinaire sur la biomasse, ou d'autres institutions ou experts qui pourront présenter un petit peu leur domaine d'expertise. Donc, plus d'informations à suivre. Mais voilà, vous allez recevoir une invitation pour un premier webinaire, un petit peu AIE Université, si on peut dire, qui sera début janvier. Voilà, je passe tout de suite la parole à Gondia et Eddy pour le cours de ce matin. Et je vous souhaite à tous une très bonne séance de formation. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer cette seconde. Je pense que Arnaud, pour les partages, s'il te plaît. On n'arrive pas à partager. Ah, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Autant pour moi, Merci. ça devrait être bon. Merci. Voilà, donc nous allons démarrer cette deuxième session sur la formation en modélisation prospective qu'on a débuté hier matin. Donc, pour débuter cette matinée, on va faire quelques rappels de la session d'hier. Donc, les points clés à retenir de ce qu'on a pu voir ensemble durant la session de 9h de 10h à 13h. Donc, on a pu voir l'intérêt des modèles. Et donc, par exemple, pour le cas particulier du Sénégal, donc des enjeux bien identifiés et bon, la rupture qui concerne la découverte de ressources gazières importantes. Et les enjeux, c'est l'accès à l'énergie, les politiques publiques qu'on a pu voir, par exemple, sur un cas simplifié du transport et que nous verrons par la suite, après, à travers un cas simplifié de modélisation du secteur électrique, des infrastructures, des impacts environnementaux qu'on a pu voir aussi à travers ces différents exercices de modélisation. Et donc, on a voulu rappeler quand même les avantages de la modélisation prospective. Cette approche permet d'appréhender les incertitudes en utilisant évidemment des outils ou méthodologies prospectives que je discuterai par la suite. Donc, on a voulu mettre en avant cette petite citation de Gaston Berger qu'on considère comme
le premier sur, sur comment dirais-je, la prospective, c'est-à-dire en disant une réflexion pour éclairer l'action présente à la lumière des futurs possibles et souhaités. Donc, ça résume en gros ce qu'on a voulu vous mettre en avant hier durant la session en disant que ce n'est pas vraiment de la prévision. L'objectif, c'est de pouvoir apporter des réponses par rapport à des scénarios ou à une finalité bien donnée et donc qui permet de prendre en compte l'évolution, que ce soit des facteurs technologiques, économiques, sociaux et environnementaux. Et donc, comme on peut le voir sur la droite, excusez-moi, alors, voilà, excusez-moi. Donc, alors, comme on a pu le voir sur la droite, sur les trois axes, à travers la modélisation prospective, on arrive à prendre en compte l'énergie, l'environnement, l'économie, et tout en évaluant les différents chemins technologiques par rapport à un objectif bien donné. Et l'avantage, c'est qu'on part de la technologie et on peut représenter, par exemple, un secteur comment on dirait, standalone, c'est-à-dire tout seul, en considérant tous les autres secteurs égaux par ailleurs. Et c'est comme on a pu le faire sur l'exercice du transport au Sénégal. Et on peut on peut aller à un niveau un peu plus élevé en analysant, en faisant une modélisation multisectorielle où, par exemple, au niveau du pays, on considérerait tous les secteurs de l'économie, que ce soit l'industrie, le transport, le résidentiel, les services, etc., pour voir les interactions entre ces différents secteurs. Et aussi, on peut aller à un niveau régional où, par exemple, on considérerait l'Afrique de l'Ouest et on verrait les échanges entre les pays, que ce soit au niveau énergétique, donc au niveau, par exemple, des échanges d'électricité ou d'autres types d'énergie, comme par exemple le gaz. Et aussi multi-régions, donc par exemple Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, ou juste au niveau mondial, entre, comment dirais-je, le continent africain et les autres régions du monde. Donc, cela permet d'avoir une vision en fonction du niveau de désagrégation qu'on cherche à obtenir, on peut aller vraiment, on peut obtenir un modèle vraiment très élargi où on pourrait étudier les interactions multisectorielles, régionales et entre les grandes régions que j'ai nommées, par exemple, le continent africain. Et donc, pour résumer les avantages de ces approches de modélisation prospective, donc, on a les modèles de simulation comptable que Eddie avait présenté dans la première partie de la première session, qui sont d'une prise en main assez facile. Et les modèles bottom-up où on a eu, qu'on a présenté sur, comment dirais-je, la deuxième partie de la première session, qui permettait de prendre, de voir l'évolution de manière endogène des parts de marché de nouvelles technologies, par exemple, en fonction des contraintes. Donc, on a eu un petit exercice sur le transport routier Sénégal et les modèles top-down où c'est plutôt macro et une base économétrique. Donc, comme je viens de le dire, on a eu le cas d'études simplifiées de modélisation systémique du transport routier au Sénégal. Donc, parmi les enseignements, on pourrait ressortir l'extension des compétences en statistique dans la modélisation prospective. Et pour revenir aux remarques très pertinentes de M. Diop sur la comptabilité de certains, par exemple, si on prend le cas du transport routier, par exemple, des tracteurs, et cela nécessite effectivement des enquêtes statistiques beaucoup plus fines et précises pour qu'on ait une représentation fidèle de ce secteur lorsqu'on veut passer à un niveau lorsqu'on veut effectuer, pardon, une modélisation prospective systémique. Et donc, pour cette session, nous avons voulu, en début de cette session, présenter des extensions à l'aune de ce qu'on a pu voir
à la session 1. Et aussi, on a essayé d'adapter cette session en fonction des réponses sur Menti et aussi certaines demandes. Et donc, on a voulu présenter, par exemple, des perspectives de modèles donc, beaucoup plus complexes à travers les matériaux dans la transition, l'hydrogène, biocarburant, etc. Et donc, pour aller beaucoup plus loin, pour montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin, par exemple, si on voulait étendre l'analyse du secteur transport. Et après, par la suite, on parlerait des enjeux long terme de la planification de capacité pour les systèmes électriques, donc en l'occurrence un cas d'étude sur le Sénégal précisément, et aussi les enjeux d'efficacité énergétique, où on verra une méthodologie comptable et la méthodologie bottom-up, comme on a déjà vu dans la session 1. Et donc, pour commencer, le premier projet sur lequel j'avais travaillé, c'est sur les matériaux et la transition énergétique à l'échelle mondiale. Donc, comme on a pu le voir ici dans ce transparent, on a essayé de résumer grosso modo ce qu'on avait dit hier. Donc, en partant du présent, on essaye d'évaluer cette transition énergétique en fonction des futurs possibles qu'on se fixe. Et donc, ça nous donne plusieurs chemins technologiques qu'on peut voir là avec ces lignes. Et on constate que la technologie a un rôle, est appelée à jouer un rôle central, très important dans cette transition énergétique. Et on a constaté que dans la plupart des technologies bas carbone, on a comment dirais-je, ils ont un contenu en matériaux beaucoup plus élevé que les technologies conventionnelles. Et donc, du fait de cette évolution croissante de pénétration de technologies bas carbone, on devrait avoir des besoins croissants en minerais et métaux raffinés. Et donc, la question de la criticité s'est posée. Et c'est pourquoi cela a mené certaines questions. Comment les transformations des systèmes énergétiques impactent les besoins en matériaux? Et est-ce que ces contraintes en matériaux, c'est-à-dire en termes de production et d'offres, peuvent-elles ralentir cette transition énergétique? Et à partir de là, définir différentes formes de criticité, que ce soit géologique, géoéconomique, environnementale, etc. Et donc, c'était le projet Generate, donc géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique, qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche en France, un financement obtenu par le docteur Emmanuel H, avec lequel j'avais travaillé sur ce projet. Et donc, l'objectif du projet, c'était l'un des objectifs. Donc, l'objectif principal, c'est d'analyser les conséquences géopolitiques d'un déploiement rapide des technologies d'énergie renouvelable. Et dans le monde, parce qu'on on a considéré la représentation géographique, on a considéré le monde. Et l'un des objectifs de ce projet, c'était d'analyser la criticité des matériaux de la transition. Donc, par exemple, dans les véhicules électriques, dans le système électrique, par exemple, dans les panneaux solaires, les éoliens. Et donc, les matériaux analysés, on a entre autres le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, terres rares, aluminium, zinc, etc. Et donc, comme je l'ai dit, c'était une modélisation prospective au niveau mondial. Donc, pour évaluer la criticité de ces différents matériaux susmentionnés. Et donc, pour aller plus en détail, il y a ce lien où on a recensé, où on a mis plus d'une trentaine de publications en lien avec ce projet. Et donc, pourquoi on a voulu présenter ce projet? Parce que c'est surtout par rapport, peut-être que vous l'avez vu passer, il y a un documentaire sur la face cachée des énergies vertes qui a suscité beaucoup de débats et de discussions juste il y a 2 semaines, donc que ce soit sur, je crois, sur Arte et sur France Télévisions après par la suite qui a donné une autre version. Et donc,
Pour ce faire, nous, le modèle, bon, je ne vais pas présenter tout le modèle, je vais juste présenter euh, comment dirais-je, comment on l'a effectué. Donc, c'est pourquoi on a mis comme titre le modèle, il est complexe, mais simple à comprendre. On a essayé d'analyser ces deux types de scénarios, c'est-à-dire des scénarios climatiques, 2 degrés, 4 degrés, pour atteindre une hausse de température de 2 degrés ou 4 degrés. Et à travers cela, on a fait une représentation du système énergétique mondial, c'est-à-dire qu'on a représenté tous les secteurs d'activité, que ce soit le résidentiel, le transport, le secteur électrique, l'agriculture, les services, etc. Et donc, tout ce secteur-là, on a essayé de définir les différentes technologies, par exemple pour le transport. On a eu les mêmes définitions, donc que ce soit les véhicules personnels, les véhicules de transport public, les véhicules commerciaux, les 2-3 roues, etc. Pour pouvoir prendre en compte les spécificités en fonction des régions. Et donc, le monde a été subdivisé en 16 régions, pardon, et l'Afrique est considérée comme une région globale. Et donc, on essaie de répondre à cette contrainte de 2 degrés, 4 degrés. Donc, on va avoir la pénétration de nouvelles technos, par exemple, de plus de renouvelables pour réduire les émissions. Et donc, c'est pourquoi on a ce point est là. Et donc, dans ce modèle, on a implémenté les contenus en matériaux pour chacune de ces technologies. Et donc, ça nous permet de pouvoir évaluer à l'horizon 2050 la consommation en matériaux, les points clés à mettre en avant, par exemple, les problèmes qui peuvent être liés aux problèmes géopolitiques ou juste des risques, que ce soit des risques au niveau environnemental, euh, économique ou juste géologique. Donc, voilà. Et donc, de ce fait, par exemple, juste un petit résumé, on a pu faire sortir des résultats au niveau de l'évolution du secteur transport, par exemple, au niveau mondial, donc où on a un niveau beaucoup plus détaillé. Donc, on a plus de 500 technos considérés dans le modèle, où ça nous montre, par exemple, le business as usual, par exemple, le scénario 4 degrés, en considérant, par exemple, une mobilité, comment dirais-je, business as usual, c'est-à-dire que si on continue à se déplacer comme par le passé, on aurait, par exemple, ce scénario. Et on a imaginé aussi un scénario de mobilité durable où j'avais essayé d'expliciter hier dans la première session, dans la seconde partie, une mobilité durable où on développerait plus le transport public et on contraindrait plus l'utilisation de véhicules particuliers. Et donc, ça nous permet d'avoir 4 scénarios en tout. Donc, scénario 4 degrés subdivisé en mobilité, en maintenant les tendances selon la mobilité business as usual et la mobilité durable. Et pour le scénario 2 degrés, de même, mobilité business as usual et mobilité durable. Cela nous permet alors de voir, par exemple, ici, les différents types de motorisation, donc les véhicules thermiques, comme on l'a vu hier, les véhicules full hybrides. Donc, on a vraiment désagrégé tous les types de motorisation qui existent actuellement. Les hybrides rechargeables qu'on appelle plug-in hybrid vehicles, les véhicules électriques purs, donc battery powered electric vehicle, et les véhicules à hydrogène, donc les fuel cell electric vehicles. Donc, par définition, tout ce qui est véhicule électrique, c'est la somme de… quand on dit véhicule électrique, c'est les hybrides rechargeables, les véhicules électriques purs et les véhicules à hydrogène. Et donc là, par exemple, ça nous permet de voir, par exemple, l'évolution du secteur transport au niveau mondial. Et on voit, par exemple, juste en mettant un scénario, une contrainte de développement durable, c'est-à-dire en développant plus le transport public, on arrive à baisser de 800 millions de véhicules, comment dirais-je, à l'horizon 2050, ce qui n'est pas négligeable. Donc, par exemple, sur quasiment 4 millions, c'est grosso modo, on va dire un peu plus du cinquième, on va dire. Un peu moins du cinquième. Oui, un peu moins du cinquième.
Et donc, voilà. Et on atteint, par exemple, ici, si on considère juste les scénarios climatiques, par exemple, considérons les scénarios avec des mobilités business as usual, par exemple, ici, on a dans un scénario où on considérerait que on suit la même tendance historique sans rien changer, etc. Donc, là, on arrive à une pénétration de véhicules électriques de 21%. Donc, on arrive à quantifier la pénétration de nouvelles technologies bas carbone dans le mix de transport, dans le, comment dirais-je, dans l'ensemble des technologies de transport considérées. Donc, on atteint 21% de véhicules électriques. Donc, et par contre, lorsqu'on passe, on met une contrainte climatique, on atteint 50% de véhicules électriques. Bon, il faut prendre en compte aussi que ces véhicules électriques, il y a une grosse partie qui est représentée par des 2-3 roues, qui est la spécificité de la partie Asie, où on a beaucoup de 2-3 roues. Et donc, ce modèle nous permet de voir toutes ces spécificités par région et bien représenter toutes les logiques d'évolution, etc. Et en ayant cette évolution de transport, du secteur transport, évidemment, ça nous permet d'évaluer la consommation de matériaux. Bon, évidemment, ici, ça ne concerne pas seulement le secteur transport. On a voulu vous présenter les résultats du secteur transport vu qu'on en avait parlé dans la première session. Et là, ça nous permet de donner des résultats par rapport à la consommation en cuivre. Cette consommation en cuivre représente les consommations qu'on a recensées dans le secteur transport, dans le secteur électrique, dans les infrastructures du secteur électrique et dans d'autres secteurs où on consomme le cuivre. Et ça nous permet, par exemple, de voir que, donc ici, on peut voir les différentes zones, les 16 zones que je vous ai spécifiées quelques minutes auparavant. Et donc là, on voit par exemple ici la consommation cumulée sur la période 2010-2050. On arrive à évaluer la consommation cumulée de cuivre et qu'on va comparer par rapport aux ressources qui ont été évaluées au niveau mondial. Donc, c'est-à-dire les ressources actuelles qui sont là, qui sont à un peu plus de 2 milliards de tonnes, et aussi les ressources avec des probabilités qui ont été évaluées par l'USGS, c'est-à-dire United States of Geological Survey. Donc, ça permet d'avoir une idée de la criticité qu'on pourrait avoir d'ici l'horizon 2050 à travers les différents scénarios de criticité. Donc, on voit qu'on peut atteindre, par exemple, avec un scénario 2 degrés, on atteindrait quasiment 90% des ressources identifiées actuellement. Et donc, cela met en avant la forte criticité géologique pour le cas du cuivre. Et aussi, en 4 degrés, on voit qu'on est bien en dessous de cette valeur-là. Et donc, cela permet d'évaluer et de dire si tel ou tel matériau est critique. Donc, là, ça nous permet de voir, par exemple, au niveau des régions, leur consommation. Donc, ici, on voit la consommation, par exemple, ici, le cuivre primaire donc, qui provient d'Amérique centrale et du Sud, donc plutôt du Sud, parce que c'est, par exemple, pour le Chili et Pérou. Et donc là, ça nous permet de répondre aussi aux questions de l'évolution de la concentration. Donc, vu qu'il y a cette consommation qui augmente à ce niveau, à quasiment 90% des ressources actuelles, et vu qu'on sait que les concentrations de minerais vont baisser, ça pose des questions et ça va amener des questions pour mettre en place des politiques, par exemple de recyclage. Par exemple, dans ce scénario, on prend en compte le recyclage et aussi les mines urbaines, c'est-à-dire qu'on a subdivisé en différents groupes de consommation de métaux. Et pour chaque groupe, il y a l'âge de mobilisation. Par exemple, pour les immeubles qui utilisent par exemple du cuivre, on va penser que ça va être mobilisé pendant 50 ans. Lorsqu'on va faire du recyclage, ce sera au bout de 50 ans. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on consomme, on mobilise déjà cette consommation pendant 50 ans et même pour le recyclage. Donc, et malheureusement, c'est dans ces groupes de demande qu'on a les plus forts taux de recyclage, aux alentours de 60%. Par contre, dans les groupes d'usage finaux
par exemple, de petits matériels qui ont une durée de vie de 8 à 10 ans, le taux de recyclage est vraiment faible, c'est-à-dire aux alentours de 30-35% dû au taux de collection qui est vraiment très bas. Et donc, on arrive à prendre en compte toutes ces logiques pour pouvoir comprendre, grosso modo, les évolutions de la criticité au niveau mondial. Et donc, on peut aller même plus loin au niveau géopolitique en parlant de l'analyse de la Chine, le cas de la Chine, par exemple, ou le cas du Chili, par exemple, avec le stress hydrique et la limitation en eau pour les secteurs miniers dans cette zone. Et donc, on a voulu parler aussi du cobalt, qui est aussi, bon, ici, on a voulu présenter le cobalt, qui est une spécificité au niveau du continent africain, par exemple, pour la RDC. Et donc là, on voit les niveaux de criticité dus aux différents scénarios qu'on a considérés. Donc, par exemple, des scénarios où on a différencié les types de batteries, donc c'est-à-dire les batteries où on a une forte consommation de cobalt, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a considéré plusieurs types de batteries, donc même les batteries qui sont considérées dans les véhicules Tesla ne sont pas forcément les mêmes batteries considérées dans les véhicules électriques dans d'autres marques de véhicules électriques. Donc, ça nous permet de voir, par exemple, en forte intensité cobalt, ça signifie qu'on a considéré un scénario où on a une prépondérance de batteries à forte intensité cobalt, donc par exemple les NMC 111. Et lorsqu'on parle de faible intensité en carbone, en cobalt, c'est on considère des scénarios où on a des évolutions avec des pénétrations de batteries beaucoup plus améliorées, où la quantité de cobalt est beaucoup plus réduite. Et donc, ça nous permet d'évaluer cette criticité aussi et de voir, de mettre en avant la problématique. Il faudrait discuter plus en détail sur la question du recyclage et aussi au niveau des problèmes environnementaux et sociaux, comme on peut le voir soit en RDC. Et aussi la problématique de la Chine qui est premier consommateur et premier producteur de cobalt raffiné. Et donc, voilà. À travers ça, on a voulu montrer quand même une analyse d'un secteur de transport beaucoup plus complexe et beaucoup plus global. Alors, pour un deuxième projet sur lequel je travaille présentement, c'est par exemple l'analyse de la transition énergétique au niveau européen. Donc, où on va essayer d'analyser la pénétration par exemple, d'énergies comme l'hydrogène, les biocarburants, les renouvelables, etc. Et donc, on a une représentation détaillée de la filière hydrogène. Donc, toutes les filières de production, que ce soit à partir de renouvelables, que ce soit en off-grid ou en on-grid, donc des fossiles, de la biomasse et tous les secteurs de consommation. Donc, c'est-à-dire que ce soit le transport, l'industrie résidentielle, pour les usages chauffage, etc. Et donc là, c'est une représentation assez simplifiée. Donc, voilà, comme je le disais, tous les types de production. Donc, toutes ces technologies ont été implémentées dans le modèle qui permet de voir comment ça va évoluer les parts de marché dans le futur d'ici 2050, par exemple. Et en fonction des contraintes, par exemple, l'Europe veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, ça nous permet de voir ces pénétrations et les différents chemins utilisés par le modèle pour arriver à cette neutralité carbone. Donc, ici, par exemple, on a la production d'hydrogène à partir du gaz, donc de renouvelables, donc que ce soit en off-grid ou directement sur le réseau. Et donc, les différents chemins qu'on a spécifiés là, qui ont été implémentés dans le modèle. Et cela a été implémenté, et donc ça nous permet de voir toutes les technologies qui, par exemple, considérées dans le secteur électrique, l'industrie, par exemple, dans le secteur de l'acier, pour décarboner, par exemple, sa production. Et ça peut être une solution envisageable.
Et donc, que ce soit dans le transport ou même dans un réseau de gaz naturel pour décarboner le gaz naturel. Donc, on a aussi représenté la filière biocarburant, donc que ce soit les biocarburants de première génération, de seconde génération. Donc, la première génération, donc c'est tout ce qui est en rapport avec des produits provenant de l'agriculture qui sont consommables. Et donc, qui est de la première génération, donc on a implémenté cette filière dans le modèle pour faire le mélange dans l'essence, pour par exemple l'essence à 10% de biocarburant et aussi pour le diesel à partir d'huile de colza. Donc, comment on arrive à avoir un mélange aussi avec le diesel et aussi pour le kérosène, par exemple pour l'aviation, pour qu'il y ait un moyen de décarboner, par exemple, ce secteur. Et les filières du futur, donc, qu'on considère, c'est-à-dire où, à la différence d'utiliser des produits qui peuvent être des produits alimentaires pour ne pas créer cette concurrence entre l'alimentaire et l'énergie. Donc, il y a des filières du futur où on utilise des résidus agricoles ou des cultures dédiées ou pour l'essence ou le diesel. Donc, c'est cette partie qu'on considère les biocarburants de seconde génération. Et donc, par la suite, ça nous permet d'appréhender en fait les compétitions interénergies, donc que ce soit entre hydrogène, électricité fossile dans les secteurs résidentiels, services, industrie, ou hydrogène, électricité, biocarburant dans le secteur transport. Pourquoi on a présenté ça? Je présente ça parce que ça met en parallèle, par exemple, avec les nouvelles découvertes de gaz au Sénégal et les résultats de transport qu'on a vus hier durant la deuxième partie de la première session. Si vous vous rappelez, il y avait un graphe où je rappelais que pour atteindre les 50%, il nous fallait une certaine rupture au niveau technologique ou tout simplement une réduction de la mobilité. Et donc, c'est pourquoi on a introduit la mobilité durable dans quelques slides auparavant. Et là, des ruptures, par exemple, c'est la production, par exemple, d'hydrogène à partir du gaz, vu qu'on a de nouvelles découvertes de gaz, et qui peut être une filière à envisager, par exemple, dans le futur. Et pour pouvoir analyser, par exemple, la compétition entre biomasse, énergie renouvelable, gaz naturel et hydrogène. Et aussi en fonction des contraintes. Par exemple, si on veut atteindre des objectifs beaucoup plus optimistes que 50%. Et donc, ça me permet d'évaluer les parts de marché de manière endogène dans le modèle, que ce soit, par exemple, les véhicules au gaz, les véhicules électriques, les centrales à gaz, la filière des biocarburants. Donc, par exemple, par la suite, vous verrez dans l'exercice de scénario du secteur électrique comment évolue le système électrique au Sénégal avec des contraintes qu'on a essayé d'adapter par rapport aux réalités du pays. Et donc, je laisse la parole à mon collègue Eddy pour continuer sur la modélisation des systèmes électriques. Oui, donc merci Gondia pour cette introduction. Donc, je dirais que le point, ce qu'on essaie de faire justement, c'est de vous montrer à travers ces modèles de prospective qu'on est aujourd'hui capable de proposer des approches intégrées de ce type pour l'Afrique et pour le Sénégal en particulier. Donc, là, je reprendrai sur cette question, l'enjeu de long terme de la planification de capacité, et pour dire que ce graphique montre l'évolution de la demande en kilowattheure par habitant pour plusieurs pays de la sous-région. Donc, en rouge et en gras, on voit l'évolution de la demande au Sénégal, et donc ce qu'on avait évoqué hier aussi et qui était apparente dans des horizons d'intérêt. On a une croissance extrêmement forte de 6 à 7% et qui va vraiment être une pression sur le système et demander une certaine forme de réactivité et une situation un peu d'urgence. Il faut développer le système assez vite pour pouvoir faire face à cette demande.
Donc, comment la dimension prospective va s'insérer par rapport à ça, c'est encore une fois de voir que c'est une problématique qui est partagée par plusieurs pays de la sous-région et que si on regarde à l'échelle mondiale, par contre, on voit que, donc ici, on retrouverait en rouge ici aussi le niveau du Sénégal. On voit que cette problématique était cruciale pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Là encore plus quand on voit qu'ici, on a le niveau moyen en Afrique subsaharienne, le niveau atteint par l'Afrique du Sud, le niveau moyen mondial, le niveau atteint par les économies les plus avancées, donc les pays membres de l'OCDE et les pays les plus riches. Donc, la problématique de l'accès est clairement une problématique importante et complexe. Et une des questions qu'on voudrait partager avec vous, c'est lorsqu'on se place sur le long terme, en dehors du fait que ici, on peut envisager un doublement, et ce serait déjà un objectif dans 10 ans, et ce serait déjà un objectif très ambitieux, c'est de voir quelle est la cible, qu'est-ce qui est souhaitable. Est-ce que l'idée pour vous, c'est de travailler sur un système énergétique où au Sénégal, on serait au niveau de l'Afrique subsaharienne dans les 10 ans qui viennent? Est-ce qu'il s'agit d'être 3 fois plus parce que l'écart est très grand et donc ça permet de se projeter sur le long terme et je dirais ici ne pas partir comme un sprint et se dire c'est bon, la course est bientôt finie, mais vraiment concevoir que c'est plutôt une course de fond, un phénomène de long terme. Et cette course de fond aussi, il y a un pays qui l'illustre bien sur ce graphique, c'est la Chine. Donc ici, qui au début de la période pour laquelle les statistiques étaient disponibles était à un niveau comparable et on le voit qui progressivement, au bout d'une vingtaine d'années, puis au bout d'une dizaine d'années, à cet effort constant de croissance de sa consommation d'électricité par personne. Et c'est un peu l'un des enjeux qui se pose je dirais, d'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique, c'est de faire face à une demande qui croît très vite à court terme et de garder en ligne de mire l'objectif de long terme qui est que cet effort pour soutenir la croissance et le développement doit être un effort sur le long terme. Et c'est un peu ce qu'on va voir, essayer de montrer comment des modèles peuvent permettre de se projeter sur ce long terme-là. Donc, je vais présenter quelques scénarios qu'on a voulu réalistes. On a passé du temps à essayer de s'adapter au plus au cas du Sénégal, mais bien sûr, il y a probablement des approximations et ça ne reflète pas une politique actée pour le Sénégal. Donc, on va plutôt s'en servir comme exercice de pensée et comme début de conversation, dans le sens où vos retours et éventuellement les travaux en cours pourront permettre d'avancer sur cette question. Donc, si je vois aussi un des points qu'on peut mentionner, c'est que il y a par exemple différentes façons de voir ces données. Et là, je reviens sur une présentation de l'accès à l'électricité dans le monde. Et donc, cette carte montre l'évolution dans le temps des mêmes valeurs. Toutes les zones grises sont les zones pour lesquelles il n'y avait pas de statistiques. Et donc, ce travail de récupération de statistiques est important parce qu'au début des années 60, il y avait un désert statistique à l'échelle internationale, en tout cas, sur la plupart des pays, évidemment, et quelques pays qui commençaient à avoir un niveau statistique, et des zones comme la zone Espagne-Portugal, et qui avaient des niveaux de consommation assez faibles. Alors, voilà, si on passe dans le temps, on voit que déjà au milieu des années 80, la situation après les premiers chocs pétroliers va être de collaboration et avec une montée en puissance notamment de l'AIE sur ces questions, d'augmenter cette disponibilité statistique avec des niveaux de consommation qui sont très variables. Donc,
tous les pays qui augmentent leur niveau de consommation par habitant et pour l'Afrique aussi des niveaux de consommation qui varient en fonction des pays. On voit qu'en Afrique de l'Ouest aussi, il y a toute une zone de pays qui vont avoir plutôt des statistiques et d'autres pays pour lesquels les statistiques n'étaient pas encore disponibles. Donc, en fait, lorsqu'on arrive à la fin de l'horizon, on voit l'écart qui existe dans le monde et c'est ce qui était reflété entre les pays où la consommation reste faible et les pays où elle est plusieurs ordres de grandeur supérieure. Donc, voilà, je voulais passer par cette illustration pour montrer un peu le challenge qu'il y a et le fait que pour se projeter sur cet horizon de long terme, on a besoin d'une approche prospective qui permet de voir les forces en jeu. Pardon Eddy, je me permets Oui. juste une toute petite remarque. Sur le site que tu as montré, donc c'est bien des données de l'AIE. Oui. Donc on Oui, peut tout à également fait. trouver toutes ces données sur notre site de l'AIE. Il n'y a peut-être pas exactement la même fonctionnalité de voir au cours du temps, mais Oui. voilà, je voulais préciser ça. Et en ce qui concerne les pays avec des données manquantes, voilà, c'est en effet un problème qu'on a et auquel on s'attaque de manque de données sur certains pays. Et pour l'Afrique de l'Ouest notamment, on devrait très bientôt avoir plus de pays, notamment du nord de la zone CEDEAO. Donc cette carte sera un peu plus complétée très, très prochainement. Juste pour la Merci précision Arnaud. sur la source et sur le... Oui, c'est vrai. Oui, c'est important. Et c'est justement pour dire que ce travail de statistique, de rétrospective, il ne faut pas le sauter en lui-même dans cette vision prospective. Donc, on réinsiste dessus, mais c'est vraiment pour nous très utile en fait d'avoir accès à ces données et on reconnaît complètement le travail que c'est et c'est la base. Sans cette base, on ne pourrait pas extraire des dynamiques du passé et on ne pourrait pas construire des modèles qui sont réalistes. Il faut vraiment marcher sur ces deux jambes, surtout dans un moment où on a énormément de demandes pour des prévisions de long terme, pour des contributions nationales déterminées. Ne pas oublier d'équilibrer aussi sur cette partie pour pouvoir approfondir la question. Merci Arnaud pour cette précision. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles participer à cette session statistique avec une dimension modélisation me semble très pertinente. Donc, n'hésitez pas à voir l'AIE pour plus d'informations et éventuellement pour des besoins de statistiques encore plus avancés. Et si maintenant je reprends cette question, donc on voit qu'on a besoin d'électricité, on aura besoin d'encore plus d'électricité. Mais par contre, est-ce qu'on parle toujours du même objet? Parce qu'il y a quelques grandeurs caractéristiques pour les systèmes électriques. L'électricité, c'est quelque chose qu'on obtient rapidement, il suffit d'appuyer sur son interrupteur, mais c'est quelque chose qui est inerte aussi. Donc, la durée de vie typique des investissements, c'est de 20 à 40 ans, voire plus dans le cadre de barrages hydrauliques ou notamment dans le cadre de certaines centrales fuel qui sont installées, par exemple, depuis la fin des années 70, notamment au Sénégal, et qui vont subir plusieurs réparations. Bien sûr, ça pose des questions de maintenance et de disponibilité des pièces de rechange, comme j'ai pu le voir sur des rapports de la Commission de régulation de l'électricité au Sénégal. Mais l'idée, elle est là. Lorsqu'on construit un système énergétique, ceux qui ont installé ces infrastructures l'ont fait aussi pour les décennies qui ont suivi. Donc, c'est des choix structurants. Donc, une des premières caractéristiques, c'est vraiment cette inertie d'une partie du système. En parallèle, il y a une deuxième caractéristique qui est aussi que ça reste l'une des énergies qui est la plus dynamique finalement, parce que l'électricité ne se stocke pas aussi facilement que le pétrole, par exemple. Et donc, il faut une très grande réactivité dans la gestion de cette ressource-là. Et une façon d'exprimer la flexibilité de son fonctionnement, c'est de voir ce qu'on appelle les rampes. Donc, c'est
la variation par minute de la puissance nominale qu'il est possible d'atteindre. On voit qu'en 1 minute, une centrale charbon va pouvoir varier sa capacité de 1 à 2%, et dans les cas les plus favorables, on va vers 4-5%. Par contre, un cycle combiné, lui aussi, va avoir une marge de variation qui est un peu plus grande, donc de 2 à 10%. Quand on va passer sur des turbines gaz, on va augmenter cette marge de variation, et plus aussi sur des moteurs, on va avoir une plus grande flexibilité. Donc, quelque part, c'est un peu comme un orchestre avec des instruments qui vont jouer à des rythmes différents. Et lorsqu'on parle d'électricité, bien sûr, il y a une unité du produit, mais dans les moyens à mettre en œuvre, dans la façon de concevoir le système, il y a cet assemblage qui est assez intéressant à faire et qui a une caractéristique aussi forte. Donc aujourd'hui, dans des systèmes, par exemple, comme au Sénégal, où les produits pétroliers constituent la base de la production électrique, on a cette grande flexibilité. Et donc, ce n'est pas seulement une question de coût de production, mais il y a aussi cette question de flexibilité qui peut rentrer en jeu. Alors, le troisième point, ensuite, ici, que je souhaitais aborder, c'est celui de la complexité des échelles temporelles. Donc, la première flexibilité, elle est liée au process. Mais là, quand on parle d'électricité aussi, un peu comme avec un appareil photo, il y a une question de focus et de zoom. On peut être pris à la minute et avec des problématiques cruciales, et on peut avoir aussi des problématiques cruciales lors de plusieurs décennies. Donc, si on prend cet axe du temps là, qui est matérialisé ici, par cette flèche, je dirais que l'une des problématiques quand on parle de qualité d'électricité en Afrique et de fiabilité de cette électricité, on est vraiment sur des problèmes qui ont lieu en dessous de la minute. Des pannes, des coupures, la protection du système. Et les incidents ont lieu justement à cause de déséquilibres sur des périodes très courtes. Et ces déséquilibres aussi sont sur des variables de pilotage fin du réseau, l'équilibrage, donc le réglage en tension. Donc, quelle est la tension sur le système? Est-ce qu'on arrive à la maintenir en tout lieu du système? Quelle est la fréquence? Donc, la fréquence, c'est un peu comme le métronome du système. Toutes les centrales doivent tourner au même rythme, de façon donc synchrone. Et dès qu'il y a des pertes de fréquence, il faut des mécanismes de correction. Donc, piloter un système qui varie beaucoup entre la journée, exigeant à cette échelle-là. Et ça demande, ici, on est vraiment dans une capacité de réaction. Et ça demande justement de pouvoir maîtriser la topologie fine du réseau, pouvoir gérer éventuellement des coupures, des délestages. Et on est bien trop souvent habitué à avoir des délestages tournants, mais c'est déjà une forme de gestion de cette pénurie-là, et qui demande une expertise et des moyens importants. Alors, lorsqu'on va passer à des échelles plus longues de quelques heures, 1 heure à quelques heures, on va être plutôt sur ce que j'appelle là le pilotage de l'équilibre offre-demande. Parce qu'on a suffisamment d'électricité pour satisfaire la demande qui évolue d'heure en heure avec l'activité économique, donc, plus faible en période de soirée et en début de journée, et peut-être plus forte en période de soirée lorsque tout le monde entre à la maison. Et comme on a cet équilibre instantané à assurer, il faut que les opérateurs du système aient un temps d'avance et dans les ordres passés aux centrales pour ajuster leur production. Donc, il y a cette question du pilotage de l'équilibre offre-demande qui est commune aussi et qui est une caractéristique des systèmes électriques et qui s'étend dans cette plage de temps-là qui est de l'ordre de l'heure. Alors, quand on va dépasser la journée jusqu'à une semaine, quelques semaines, on va être dans le domaine de la prévision de court terme. La prévision de court terme, ça veut dire qu'il faut prévoir la veille pour le lendemain ou il faut prévoir pour la semaine prochaine en fonction du niveau des
des stocks, par exemple, hydrauliques, en fonction de pannes sur des ouvrages, donc qui vont influencer les appels de moyens de production sur plusieurs jours. Donc, on va être maintenant sur un autre type de métier. On va moins s'intéresser aux phénomènes électrotechniques fins, mais vraiment au phénomène du pilotage et de prévision justement à court terme, qui va se matérialiser si on étend jusqu'à l'année par des prévisions saisonnières, parce que les saisons vont influencer la demande, la disponibilité, encore une fois pour les barrages, pour la demande, et aussi pour planifier les maintenances éventuellement de certains groupes. Donc on a vraiment ces temps différents. Au-delà de l'année, on va rentrer dans des problématiques aussi qui sont celles de la prévision, mais on commence à entrer dans une dimension de planification. Donc ici, je commencerai par les infrastructures qui mettent des années à être construites. Et si on met aussi en place les étapes préliminaires de sélection du site, on pourrait être proche de la décennie, mais c'est des projets capitalistiques qui impliquent un temps long et donc, qui ont leur propre dynamique avec l'attribution des concessions et des études environnementales. Et donc, on est aussi dans un métier qui est essentiel pour les systèmes électriques, mais qui est plus là sur de l'ingénierie et sur le besoin d'infrastructures. Alors, si on reste sur le pilotage du système, il faut aussi une forme maintenant de planification à court terme quand va être mise en service, par exemple, remise en service la centrale de Saint-Doux, quand quelles seront les prochaines mises en service pour l'hydraulique avec les accords sous-régionaux qui sont passés. Tout ça, c'est déjà dans la planification de court terme et c'est des questions qui sont importantes pour l'évolution du système dans un horizon de 5 ans, typiquement jusqu'à 5 ans. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin, on a aussi ces dimensions de prospective stratégique parce qu'on voit que dans toute cette phase, la question de savoir si en 2030, on sera proche du niveau moyen de consommation par personne ou si ce sera en 2050 ou plus tard, elle n'est pas critique pour l'opérateur du système. Mais par contre, ici, on peut être dans la prospective stratégique parce que vu que les investissements ont une durée de vie longue, investir dans la technologie la plus coûteuse va faire que le pays va devoir pendant plusieurs décennies payer une facture énergétique qui est plus élevée et qui peut être un frein à sa compétitivité. Donc, on peut avoir cette réflexion stratégique en amont pour évaluer les futurs possibles et éviter des chemins qui pourraient générer des impasses ou du moins avoir des contraintes dans le futur assez fortes. C'est notamment le cas en Afrique parce que beaucoup d'investissements sont faits dans le cadre d'IPP, et donc d'investissements et de partenariats publics-privés, avec des garanties, des tarifs garantis qui font qu'une grosse partie du risque est supportée par le pays. Alors, en contrepartie, les acteurs permettent les investissements, mais donc, voilà, il y a ces arbitrages-là et qu'une vision stratégique peut permettre d'éclairer. Donc, je voulais insister sur ces éléments. C'est un problème crucial, l'accès à l'énergie, mais on a des éléments qui font qu'il faut quand même décortiquer un peu cet accès à l'énergie pour être sûr de s'entendre. On peut parler d'accès à l'énergie ici et on peut parler d'accès à l'énergie aussi à cette échelle-là. Entre les deux, les priorités ne sont peut-être pas tout le temps établies, faute de préciser ça en début de discussion. Donc, lorsqu'on regarde toutes ces échelles, bien sûr, les outils d'aide à la décision vont essayer de les traiter et d'apporter une réponse qui va être adaptée. Et on ne pourra pas avoir le même outil pour traiter des modèles de la régulation en tension et les mêmes outils pour traiter de la prospective stratégique. Pour prendre une comparaison, on pourrait dire qu'on a besoin de
microscopes et aussi de lunettes. On ne peut pas avoir le même outil qui va faire exactement toute la chaîne, et c'est là le développement de capacité, d'essayer d'avoir des éléments à toutes les moyens de décision à toutes les échelles de la chaîne. Donc pour ça, je vais prendre un peu ce transparent qui est peut-être un peu compliqué, mais que je vais décrire parce que l'idée principale, elle est simple. C'est que d'un point de vue des modèles, on pourrait distinguer deux axes. Un axe qui est la dynamique temporelle qu'on vient d'évoquer, et un autre axe qui est le niveau de représentation du réseau. Est-ce qu'on est vraiment très détaillé? On a la structure de notre réseau, les endroits qui sont fragiles sur le réseau, les endroits où il faut installer de nouvelles stations. Ou est-ce qu'on raisonne à l'échelle nationale, globale, sur des variables plus grandes et qui vont permettre de dire que derrière, on va s'occuper de cette problématique, ou à l'échelle sous-régionale ou à l'échelle mondiale. Et donc, pour faire ça, les modèles qui ont été développés vont couvrir différemment cet espace. Donc, on va voir ici les modèles qui sont les modèles les plus agrégés, une vision annuelle, par exemple, juste pour un pays, pour une année, des modèles qui vont être plus désagrégés, des modèles de réseau, justement, et pour les opérateurs du système électrique. Et le travail va être pour ces modèles d'essayer de gagner en résolution temporelle, de travailler sur les réserves primaires, secondaires, et de se rapprocher vers l'heure. Et pour des modèles plus agrégés, de se rapprocher vers des granulométries plus fines, parce que les contraintes à court terme peuvent influencer les décisions de long terme. Donc, c'est un peu dans cet espace-là qu'on peut situer les modèles prospectifs. Et le travail qu'on nous fait pour l'Afrique, voilà, on essaie de se situer là, on verra plutôt à des modèles où on distingue quand même les heures, par ici, et dans le cas du Sénégal, on ne restera que sur un pays, mais avec la possibilité, on en avait discuté avec Gondia aussi, de distinguer des régions d'approvisionnement, mais ça, pour l'instant, on ne peut pas le faire seul, sans input locaux pour déterminer la dimension pertinente du système. Par contre, à l'échelle du pays, c'est beaucoup plus simple à appréhender. Et on pourrait arriver sur des modèles au niveau de la sous-région, et notamment un modèle à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest qui existe, Times, qu'on a développé et qui, lui, est moins détaillé que le modèle pays. Mais donc voilà, on est dans cette zone de réflexion. Donc la source de ce travail, c'est une thèse qui a été au Centre de mathématiques appliquées ici à l'École des mines où je travaille. Et voilà, c'est plus pour vous donner encore quelques éléments de compréhension dans cette tâche difficile qui est d'entendre parler de beaucoup de modèles. Et chaque modèle arrive en disant un peu « j'ai raison sur les autres ». Et ce n'est pas toujours évident de se repérer dans cet écosystème. Donc, la question qui vient derrière, c'est où est-ce que ces modèles, où est-ce que ces modèles ont été appliqués? Et c'est là, on peut répondre à dire que ces systèmes n'ont pas été souvent appliqués d'abord pour la zone Afrique, comme on a vu, et ont été plus souvent appliqués sur des systèmes électriques en Europe, aux États-Unis ou d'autres régions du monde. Donc, pour ça, je vais vous présenter un cas d'application. C'est un projet de recherche qui se termine là, cette année. On a travaillé pendant 3 ans avec une douzaine de partenaires en Europe sur ce projet Clean to Power, donc, qui avait vraiment pour objectif donc, de se dire que les systèmes, la variabilité climatique impacte de plus en plus les systèmes électriques. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux prendre en compte cette variabilité climatique-là, qui elle aussi contient des échelles de temps courtes et des données importantes. Et, donc, c'était un travail, un effort intense pour donner un peu une idée de structuration de la recherche qu'il faudrait en Afrique pour essayer de traiter ces questions.
de même qu'on pourrait le faire dans le domaine des transports, comme Mondial l'a expliqué. Dans ces domaines-là, voilà, la coopération de long terme est importante pour ne pas juste survoler les questions, mais créer une base de connaissances pérenne. Donc, la figure qui est là décrit que donc elle a été faite par Dubu et qui décrit un peu l'impact sur l'énergie, pas que sur l'électricité, de variables climatiques. Donc, par exemple, la foudre et la protection des installations électriques, le simple passage des nuages et la perte de productibles solaires, et des différents phénomènes climatiques extrêmes, des ouragans, des tornades, qui peuvent rompre les chaînes d'approvisionnement et des périodes de sécheresse qui peuvent affecter la production hydraulique, des périodes de très forte chaleur, des vagues de chaleur qui peuvent jouer sur la demande en climatisation, et ainsi de suite jusqu'au long terme où on a aussi justement la modification des régimes hydrauliques et qui peut introduire un risque supplémentaire sur ces systèmes-là. Donc, comment est-ce que ça a été fait dans le cadre de ce projet? Il y avait plusieurs compétences. Il y avait vraiment une équipe de météorologues qui travaillait sur des grilles assez fines de quelques kilomètres sur l'Europe et qui ont donné deux types de données, des prévisions saisonnières à 6 mois et des projections de long terme. Donc, à partir de ces prévisions saisonnières et de ces projections, nous, on a travaillé avec d'autres sur la génération de productibles pour les sources renouvelables, donc à partir des vitesses de vent et des radiations solaires. Le lien avec la demande, parce qu'entre le sud de l'Europe et le nord de l'Europe, la sensibilité à la température du climat, la demande au climat n'est pas la même. Et à partir de ces déterminants, on va voir qu'on va avoir des facteurs de capacité pour ces centrales. Et le travail que j'ai coordonné, là, ça a été plus la construction des modèles de long terme et les modèles saisonniers pour digérer cette information dans une vision de système et qu'on a transmis à une autre partie du projet et qui faisait du co-développement avec des utilisateurs, des gestionnaires de systèmes électriques et de réseaux de transport en Europe. Donc finalement, l'ensemble aussi était disponible sous forme de service web. Donc c'est plus pour illustrer la chaîne de compétences et comment nous, on va être ici au milieu d'un écosystème qui se fait, qui demande du temps et qui va pouvoir permettre d'approfondir cette question. Donc, les résultats qui ont été donnés, ça a été des scénarios de long terme donc pour atteindre cette neutralité carbone en Europe et des scénarios saisonniers où pour la prochaine saison, on évalue les quelques marges. Alors, on n'est toujours pas dans la prévision, mais on donne des indications sur ce que pourrait être ce futur et avec bien sûr de fortes incertitudes parce qu'on est au début de cette recherche. Donc, juste pour illustrer quelques résultats, je dirais que si on regarde une trajectoire de neutralité carbone en Europe, donc là, c'est le travail de thèse d'un doctorant ici, donc Gildas Tsigeni, qui est originaire du Togo et qui a beaucoup travaillé sur la construction de ce modèle européen. Il va soutenir sa thèse bientôt et justement, il est aussi motivé par la suite pour rejoindre cette initiative d'amélioration des capacités de modélisation en Afrique. Donc, typiquement, on peut voir qu'à l'échelle de la trentaine de pays qui a été concernée, aller vers cette neutralité, elle va passer entre plus d'échanges, donc au-dessus, entre pays, pas mal d'énergie renouvelable, hydraulique, des bioénergies, et on fait tout un système avec une baisse nucléaire et une disparition du charbon progressive. Et l'idée de ce projet, c'est de pouvoir descendre à une échelle plus fine avec des zones. Donc, dans la zone alpine, on va voir que ce sera plutôt donc, autour de l'Italie, plutôt du solaire. Donc, ici, on a la production d'électricité et ici, différents blocs de pays. Dans la zone britannique, plutôt de l'éolien.
dans la zone d'Europe centrale, donc France, Allemagne, Belgique, Suisse, ce noyau central, Pays-Bas, on va avoir une évolution avec une baisse du charbon en Allemagne et plusieurs pays qui sortent du nucléaire. Et ainsi de suite, on peut définir cette évolution à l'échelle des régions. Donc, c'est plus pour illustration, pour montrer ce qu'on pourrait envisager. Alors, c'est des projets plus complexes peut-être, mais justement, l'expérience acquise permet d'envisager une réplicabilité pour l'Afrique beaucoup plus rapide. Donc, voilà, ça vous donnera un peu une idée. Donc, après, ces résultats sont disponibles aussi sur une forme de site web avec des infographies, des rapports détaillés, des données brutes et un navigateur web qui permet, par exemple, d'évaluer et de naviguer un peu à travers ces résultats. Donc, si on regarde un peu à quoi ressemble ce navigateur, hein, c'est, voilà, vous pouvez y aller et ici, on atterrit sur une page qui donne une carte. Et sur cette carte, on voit les différents pays modélisés, différentes échelles, différentes saisons. Et si, par exemple, je clique sur la France, on voit apparaître différentes indications sur la production des énergies renouvelables. Si je regarde la production solaire, on peut voir que la prévision pour la prochaine saison n'est pas encore disponible, mais que si je regarde la prévision pour l'été ou l'hiver, je peux voir la variation du solaire sur des différents horizons. Et donc, l'idée de cette plateforme, justement, c'est de permettre aux différents partenaires de regarder à différentes échelles, de voir aussi la même chose pour la production éolienne, qui aura une dynamique différente, et pour la production électrique aussi. Et l'intérêt aussi, c'est de voir que sur le long terme, si je regarde par exemple la production hydraulique, on peut avoir un changement de la dynamique de cette production hydraulique. Et aujourd'hui, on va produire un peu avec de l'hydraulique le matin et un peu le soir. On peut avoir une plus grande accentuation à l'horizon 2050 ici. Et l'espace qui est représenté, c'est l'influence de la variabilité climatique. On va avoir le climat moyen et autour ce que ça pourrait donner si on est dans un climat plus ou moins chaud. Donc, ça permet plus ou moins sec. Donc, ça permet d'illustrer un peu cet enjeu. Donc, c'est plus pour montrer, je dirais, les différentes frontières, l'état de l'art sur cette représentation des systèmes énergétiques et pour inviter à favoriser localement le développement de telles initiatives parce que c'est une question qui est là pour durer. Donc, après cette première présentation des différents projets, là, je vais passer à un travail qu'on a fait pour le Sénégal. Mais avant, on voulait prendre un temps d'échange, peut-être sur ces projets qu'on a présentés, autant sur la partie transport que Gondia vient de présenter, que sur cette partie de modélisation de système d'électricité, pour voir si vous avez déjà des questions, si c'est des problématiques qui sont complètement nouvelles, si elles vous semblent peut-être trop en avance de phase et ça pourrait être intéressant uniquement dans 5-10 ans. Ça me permet aussi d'avoir un retour sur ce qu'on dit et on essaiera aussi dans ce cas-là d'ajuster les points sur lesquels on insistera sur la suite de la présentation pour que ce soit vraiment utile pour vous. Donc voilà, on va faire un premier temps d'échange dessus et puis
on pourra par la suite reprendre la présentation comme on l'avait prévu. Avec la même slide, mais peut-être ajuster ce premier retour. Merci. Pendant que vous réfléchissez ou formulez vos questions, juste une information. Il me semble vous avoir mentionné que l'AIE a récemment publié un rapport sur l'impact du changement climatique sur la ressource hydraulique. Et c'est un rapport qu'on vous présentera dans nos prochains webinaires, donc les webinaires AIE Université dont je parlais, dans les premiers mois de l'année 2021. Donc ça permet un petit peu de comprendre en fonction des différents scénarios d'évolution climatique, quel sera le niveau des rivières ou des retenues d'eau et quel sera l'impact sur la génération électrique. Alors, j'ai reçu une question de M. Diop dans le chat à tout le monde. Donc, je lis la question. Donc, il souhaite vivement comment dirais-je, qu'on puisse faire que les techniciens de la Sénélec ou du MEP puissent avoir une contribution dans cette prise en compte du projet Gaz to Power sur lequel ils travaillent actuellement. Et donc, en réponse à cela, donc, en fait, c'est l'objectif de nos travaux, c'est d'impliquer au niveau local, que ce soit les statisticiens, les experts locaux, pour pour prendre en compte la réalité du terrain et avoir une représentation beaucoup plus fidèle des besoins du pays. Donc, c'est vivement demandé de notre part. Donc, c'est pourquoi on a cesse de le rappeler durant les sessions 1 et 2 que cela demandera une contribution de votre part en termes de données, de besoins, etc., pour qu'on puisse au moins avancer dans nos travaux de recherche sur ces questions énergétiques. En complément, Gondia, donc en parallèle des travaux universitaires que Gondia et EDI peuvent réaliser, dans le cadre de notre programme AIE Sénégal de renforcement des capacités, vous vous souvenez peut-être que voilà, la prochaine étape, c'est de poursuivre nos formations en présentiel avec vous à Dakar. Et l'étape suivante, c'est de travailler sur des modèles concrets selon les besoins, en définissant ensemble les outils qu'on voudrait développer, donc potentiellement sur la modélisation du système électrique, sur le gas to power. Donc c'est voilà, des choses qu'on sera amené à travailler ensemble dans les prochains mois et prochaines années dans le cadre de ce programme. Et évidemment, on sera ravis des contributions de tous. C'est bien l'esprit de ce qu'on veut faire ensemble. Alors, donc il y a une question qui est relative à la géopolitique et une autre à la demande. Donc, je vais prendre celle relative à la demande. En fait, lorsque je disais qu'on ne prend pas en compte la politique officielle, c'est plus pour dire que nos scénarios n'impliquent que nous. On va faire des scénarios, montrer des objectifs. Ce n'est pas parce que le Sénégal a déjà décidé de prendre ces objectifs, mais on les a choisis plus pour illustrer le fonctionnement des modèles. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là. Par contre, oui, on prend en compte les prévisions de demande comme base pour la réflexion. Donc, pour la partie sur la géopolitique mondiale, je ne sais pas si... Oui. Alors, la question, c'est... À la lumière de... À la lumière de la session précédente, quel peut être le degré de prise en compte des phénomènes géoclimatiques, géopolitiques dans une approche systémique? Bon,
Personnellement, je ne connais pas vraiment le rapport Vigie 2020, scénario de rupture à l'horizon 2040-2050. Donc, merci pour cette information. Je vais essayer de la lire, cette référence. Mais pour prendre en compte les phénomènes géoclimatiques ou géopolitiques, en fait, c'est par exemple par rapport à des évolutions. Par exemple, prenons en compte, parlons des matériaux. Si on devait prendre en compte, par exemple, une contrainte géopolitique, ce serait, par exemple, par rapport à un quota au niveau de la production. Imaginons, par exemple, la RDC qui met en place une limitation de la production pour réguler le secteur des matériaux. Et donc, par exemple, ça peut être pris en compte sous forme de contrainte. Pour ce qui est du côté géoclimatique, c'est plutôt par rapport aux émissions du système qui seraient pris en compte. Par exemple, si on représente tous les, comme on l'a fait pour le transport, par exemple, au Sénégal, on peut prendre ça en compte en mettant en place une contrainte, par exemple, sur les émissions. Et lorsque c'est vraiment implémenté, par exemple, à un modèle global où on prendrait en compte pour atteindre des scénarios 2 degrés, etc., c'est encore une fois des émissions qui sont prises en compte et qui sont retranscrites sous forme de degrés avec des équations un peu plus complexes dans le modèle. Si je peux me permettre, Gondia aussi d'apporter Oui. des compléments sur ce point. Alors, sur le premier axe qui est l'impact des phénomènes géoclimatiques dans la modélisation systémique, je pense qu'on en a parlé au cours des précédentes sessions. On peut vraiment le voir à tous les niveaux des systèmes énergétiques, au niveau de la demande. Voilà, selon les évolutions géoclimatiques, on aura peut-être une demande en énergie plus ou moins forte. Je crois qu'on vous avait montré sur le secteur des bâtiments et le secteur résidentiel, selon l'évolution de la température, quel pouvait être l'impact sur la demande en refroidissement. Donc ça, c'est une chose, c'est un premier élément. Il y a également des impacts sur l'offre, donc à nouveau ce dont on vient de discuter avec selon la sécheresse, le niveau des rivières, quelle est la génération électrique de l'hydroélectricité. Donc je pense que vraiment sur tous les blocs du système énergétique, les phénomènes géoclimatiques ont des impacts très forts. Et sur le plan géopolitique, puisque c'est un sujet que l'AIE regarde de près, si on regarde un petit peu le pétrole, on sait que c'est par essence l'énergie qui est très soumise à des phénomènes géopolitiques. L'AIE a été créée après le premier choc pétrolier. On sait que voilà, l'histoire est souvent liée à ce qui se passe sur les marchés du pétrole. Peut-être un point, une perspective actuelle, ou plutôt sous forme de question, quels peuvent être les impacts des relations entre l'OPEC et la Chine et leur capacité à faire des accords sur les cours du baril et donc sur peut-être les projections d'exportation du Sénégal ou les recettes fiscales du Sénégal. C'est une première question. En regard, quel peut être l'impact d'une politique américaine de soutien très forte à l'exploitation de pétrole et de gaz de schiste sur le sol américain pour que les États-Unis demeurent un exportateur de pétrole, quand bien même ce pétrole est peut-être plus cher à exploiter que d'autres pétroles. À nouveau, voilà, ça aura des impacts sur les marchés internationaux du pétrole. Et ça, c'est vraiment des questions purement géopolitiques et géostratégiques. À nouveau, on aura une session un peu plus dédiée sur le pétrole, on pourra discuter de ça. Mais voilà. De même, je suis désolé, je ne connais pas le rapport dont vous faites référence, mais on pourrait, je pense, lister pendant des heures les très nombreux impacts, soit des phénomènes géoclimatiques, soit géopolitiques, sur la modélisation des systèmes énergétiques. Voilà pour mes petits ajouts sur ce point. Merci pour ces précisions, Arnaud. Pardon, Eddy, tu es en mute. C'est vrai. Merci, Arnaud.
On disait aussi que si vous avez un retour sur ces résultats, des approches en ce sens, est-ce que le projet qui est marqué est déjà à l'œuvre au Sénégal sur les matériaux? On n'en a pas entendu parler, moi non plus. Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments, des compléments à apporter aussi. N'hésitez pas. Eddie, je pense que tu as un problème de connexion. À apporter aussi, pas les partager avec nous. Oui, je peux. Est-ce que vous m'entendez bien ou non? Ok, ma connexion Internet est un peu instable. Oui. Non, je demandais éventuellement des retours, des contributions des participants s'ils avaient aussi un apport sur ces questions-là. Sinon, on pourrait faire une pause qui nous permettrait après de revenir par la suite. Je ne sais pas ce que je pense. Arnaud, ok. Ben donc, voilà. Je propose passer à une petite pause d'une dizaine de minutes. Est-ce que ça vous va? Oui. Arnaud, c'est bon pour toi? Oui, il est 10h26. Là, Ok. on se dit 10h35, un peu moins de 10 minutes. Oui. Allez, super. Et ben, bonne pause à tous, à tout de suite. Très bien, merci.